l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a officiellement été investi candidat ce samedi. Les manifestations anti-gouvernement continuent à Madagascar. L'opposition s'est réunie dans la capitale pour exprimer son mécontentement. Puis attaque à l'arme blanche en France. L'assaillant a tué une personne et blessé 4 autres à Paris ce samedi. La crise concernant la loi de finances au Niger qui oppose les associations islamiques, la société civile aux représentants du peuple continue de susciter assez d'interrogations dans le pays et au sein de la diaspora nigérienne. Côté majorité, la machine est mise en marche pour le bonheur du pays. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun pays au monde ne peut vraiment avancer sans ces impôts, sans ces taxes-là. Donc le Niger ne fait pas exception, naturellement. Le Niger ne fait pas exception. Donc moi je trouve que cette loi des finances, elle est la bienvenue et puis elle est normale. Elle est tout à fait logique parce qu'il faut passer par là. On ne va pas continuer quand même à attendre la main. Pour l'opposition, cette marche vers le développement tant décriée par le pouvoir au Niger n'est qu'illusoire. La nécessité d'écouter le peuple s'impose au pouvoir de Mahamadou Issoufou qui continue d'enfreindre les règles démocratiques. On ne va pas au Niger. Je vous assure, la loi des finances c'est vraiment une chose insupportable par la population nigérienne. Nous, on est contre la loi, on n'a pas voté, on ne le soutient pas. La société civile nigérienne, vous voyez bien comment l'État du Niger le maltraite. Ils sont tous enfermés de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que revendiquer leurs droits. La balle est dans le camp des honorables députés qui d'ores et déjà ont enclenché une discussion avec les associations islamiques en vue de trouver une porte de sortie face à cette crise qui n'a trop duré. La crise politique malgache persiste. Si l'Union africaine se dit optimiste pour trouver un accord politique entre les différentes parties, l'opposition, elle, ne lâche pas prise. L'ambassadeur haut représentant de l'Union africaine et les autres émissaires de la communauté internationale ont obtenu des principales parties à la crise l'ouverture de consultations politiques en vue du rapprochement des points de vue. Ce qui devrait aboutir à un projet d'accord politique devant permettre une évolution vers la tenue de l'élection présidentielle à la date prévue par la Constitution malgache. Mais se sentant négligés dans cette médiation au profit des chefs de parti, les 73 députés de l'opposition mettent en garde les médiateurs. Dégager tous. On propose qu'ils dégagent, point final. Mais légalement, on veut que ça se passe légalement. Donc on attend les résultats de la CC, on attend les plaintes déposées au Bianco surtout, qui vont prouver qu'ils ont bien pris le pognon, se sont bien engraissés et qu'ils ont levé la main, pas par conviction. Que ce soit de la SADC ou de l'Union africaine ou des Nations unies, laissez les Malgaches régler leurs problèmes parce que vous ne connaissez pas leurs problèmes. C'est nos dirigeants qui spolient nos richesses. Et avec leur gourmandise personnelle et leur despotisme qui a détruit Madagascar. La crise politique a commencé à Madagascar suite à l'adoption de nouvelles lois électorales jugées partiales par les députés de l'opposition. Ces derniers ont obtenu partiellement satisfaction le 3 mai dernier avec l'annulation par la Haute Cour constitutionnelle de certaines dispositions controversées de ces textes. Ils ont toutefois décidé de poursuivre la mobilisation jusqu'à ce que la plus haute juridiction du pays se prononce sur la demande de destitution du chef de l'État qu'ils ont récemment déposée. L'ambiance était des plus euphoriques au stade du 26 mars à Bamako. Plus de 60 000 personnes, en croient la presse, 80 000 selon les organisateurs, sont venus à la rencontre du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, désormais candidat de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, en vue de la présidentielle du 29 juillet. Soyons vigilants, pas de tricherie, pas de fraude comme en 2013.
Pas de Yurkou comme en 2013. Pas de Yirali comme en 2013. Nous n'accepterons plus cela. Vous n'accepterez plus cela. Votre présence ici, c'est pour votre victoire. Et votre victoire, vous l'aurez. Pour plus d'un, le candidat poids lourd, vétéran de la politique malienne, est désormais l'homme de la situation. Le répondant idéal au manquement d'Ibeka. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Je suis là pour le Mali. Je suis là pour la démocratie malienne. Je suis là pour le changement. Nous espérons ce changement et nous pensons également que cette fois-ci c'est la bonne. Il faut que ça change. Il faut que le pays avance. Et je pense qu'avec M. Cissé, le pays va avancer. La cérémonie d'investiture conduite par l'URD et la plateforme Ensemble Restaurant l'Espoir a été ponctuée de la présence très remarquée des chefs de file de l'opposition guinéenne et burkinabé, Cellou Dalein Diallo et Zéphirin Diabry. L'ONG Médecins sans frontières met aussi en place un centre de traitement pour la prise en charge des cas dans la zone de santé de Bikoro, selon l'OMS. Les autorités congolaises et l'OMS ainsi qu'MSF sont déjà en discussion afin d'avoir les vaccins disponibles. Ces vaccins ont déjà été utilisés lors de l'épidémie de 2014 en Sierra Leone et en Guinée. Au niveau régional, 9 pays voisins ont été mis en état d'alerte et le risque a été jugé élevé pour la République centrafricaine et la République du Congo en raison de leur proximité avec le fleuve Congo, note l'OMS. L'agence de l'ONU n'appelle pas toutefois à une restriction des échanges commerciaux et des vols des compagnies aériennes avec ces pays. Apparu pour la première fois dans l'Est Jaï, actuelle République démocratique du Congo en 1976, la fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Les travailleurs humanitaires vont devoir surmonter d'autres difficultés pour venir en aide aux populations affectées. Aussi, l'ONU espère acheminer du matériel sur place dès ce week-end grâce à des hélicoptères et l'OMS souhaite mettre en place un véritable pont aérien avec des petits avions dès que possible pour transporter davantage d'aide. Seul hic, l'absence de pistes pour atterrir. L'attaque à l'arme blanche survenue dans la soirée de samedi a déjà été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Son auteur était connu des renseignements. Âgé de 29 ans, l'assaillant d'origine française, né en Tchétchénie, a tué au couteau un passant et blessé 4 personnes. L'incident s'est produit en plein cœur de Paris. Un drame que raconte ici un témoin de la scène. Elle a tout de suite essayé de rentrer dans notre restaurant pour se réfugier. Puis là, l'agresseur lui a sauté dessus. Elle n'a pas eu le temps de rentrer dans notre restaurant. Elle était devant la porte. L'agresseur lui a sauté dessus. Elle est tombée par terre. Elle est restée par terre en fait. Et là, un ami de la jeune femme est venu tout de suite l'aider. L'agresseur a ensuite s'est mis sur l'ami de la jeune femme. Il a essayé de l'agresser. Le jeune homme a couru dans le restaurant d'à côté. Puis là, ça commence à être la panique. Tout le monde a couru parce que tout le monde a vu l'agresseur. Le jeune homme est revenu en criant le nom de son ami. Il l'a relevé tout de suite et ils sont partis dans le sens opposé de l'agresseur pour le fuir le plus vite possible. Le ministre de l'Intérieur français a assuré que les 4 personnes blessées dans l'attaque sont désormais hors de danger. Les partiels avaient été délocalisés à Arcueil en raison de la paralysie de leurs facultés face aux tensions sur place. En effet, au lieu de la mobilisation contre la loi sur l'accès à l'université est bloquée depuis 3 semaines, la fac des Hauts-de-Seine avait pris acte de l'impossibilité d'organiser des partiels sur son campus et décidé d'en délocaliser une partie à Arcueil afin de permettre aux étudiants de valider leur semestre.
Mais devant le centre d'examen, des manifestants s'étaient positionnés très tôt devant les grilles du site pour en bloquer les accès et empêcher les étudiants de se rendre aux épreuves. Pourquoi embêter les étudiants sachant que c'est normalement pour nous qui font ça? Mais pourquoi nous embêter nous? Pourquoi ne pas aller le manifester directement, je sais pas, devant l'Élysée par exemple, embêter le gouvernement ou agir sur l'économie, car ça peut avoir une incidence, mais pas bloquer les étudiants. Le gouvernement il cédera pas. On est tous contre la loi, ça c'est sûr, c'est certain. Vous demanderez à n'importe quel étudiant, il vous dira qu'on est contre la loi. Parce qu'évidemment, on est pour l'égalité, on est pour le maximum de chances à tous les étudiants, aux futurs étudiants. Mais pour le blocage, en tout cas, les méthodes qui ont été employées par certains étudiants, elles sont justes. La fac, c'est un service public et ils n'ont pas le droit d'empêcher certaines personnes d'accéder à un service public. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants et libérer l'accès aux bâtiments. Les partiels ont été reportés par les autorités. L'annonce de l'annulation a été saluée sur place par les bloqueurs. Après ce report, la faculté de Nanterre a dit étudier les modalités possibles pour de nouveaux partiels. Les gens me disent de ne pas voter, mais je veux voter. Voir si nous pouvons nous réveiller de ce cauchemar une fois pour toutes. On ne peut pas manger, on ne peut rien faire. Je vais participer et je vais voter pour Nicolas Maduro parce qu'il est le candidat de la patrie. Avec lui, nous allons poursuivre cette révolution belle et sacrée. Certains vous disent de voter, d'autres vous disent de ne pas voter, que les élections sont illégitimes, mais allons voir le vin. Vous devez vous lever et permettre à votre cœur de vous guider pour voir ce que vous décidez de faire. Si vous avez des enfants qui représentent leur pays, portent leur maillot national, tout à coup, les gens de leur pays sont de leur côté. Les enfants des rues demandent 3 choses. Enregistrement de la naissance, accès à l'éducation, protection contre la violence. Dans beaucoup de pays, les lois ont été changées. Au Pakistan, ils ont fait le premier recensement des enfants des rues. Ils n'avaient jamais compté le nombre d'enfants des rues auparavant. Ils ont voté une résolution au Parlement pour protéger les 1,5 million d'enfants des rues. Quand j'ai participé pour la première fois à la Street Shield World Cup, je me suis rendu compte que je pouvais parler, que je pouvais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire entendre la voix des enfants des rues du monde entier et pour que leurs droits soient respectés. Après cette coupe, nous devrions obtenir une bourse et de l'argent pour baisser les crimes à l'arme blanche à Londres et essayer d'encourager les différentes manières de sortir les enfants de la rue. Ce qui est bon du point de vue de notre équipe parce que maintenant, nous ne sommes plus dans les rues comme avant, parce que nous avons été amenés dans cet environnement positif. Oui, c'est bien.